Mardi 23 juillet, bienvenue, vous êtes bien sur RTI 1. Le développement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale et Attijari Wafa Bank et aussi avec la Guinée-Bissau à l'ordre du jour de différentes rencontres du chef de l'État de Côte d'Ivoire ce jour au palais présidentiel d'Abidjan. Conseil politique du RHDP avec les cadres du parti, le président Alassane Ouattara, président du RHDP, a abordé l'actualité politique nationale. En outre, les grandes orientations ont été données pour les actions à mener sur le terrain dans la perspective des prochaines échéances électorales. La Banque mondiale décaisse 146 milliards 3 millions de francs CFA pour un financement additionnel de 2 projets. Il s'agit d'améliorer l'accès à une alimentation en eau potable et aussi d'accroître les bénéficiaires aux projets filets sociaux. Le programme des mesures d'accompagnement au secteur de la banane dont le financement a été signé en 2013 est désormais opérationnel. Les 10 planteurs villageois installés ont produit plus de 5000 tonnes de bananes dessert et le projet pilote a coûté plus de 7 milliards de francs CFA. Bienvenue à tous, merci de nous suivre. Le Premier ministre guinéen, la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire et le premier responsable du groupe Attijari Wafa Bank, ces personnalités ont été reçues aujourd'hui par le chef de l'État ivoirien, Awa Touré, pour le point de ces 3 audiences au palais présidentiel d'Abidjan. L'élection présidentielle en Guinée-Bissau est prévue pour se tenir en novembre prochain. Le Premier ministre bissau-guinéen Aristide Gomez est venu remercier le président de la République Alassane Ouattara pour sa contribution à la stabilisation de la République de Guinée-Bissau. Le président de la République de la Côte d'Ivoire a beaucoup fait dans ce sens. Je tiens à rappeler qu'à l'occasion de l'intégration de la Guinée-Bissau dans la zone franc, quand il était directeur général adjoint au FMI, il avait déjà eu un rôle très très important. Et lors des élections législatives passées, qui ont marqué un pas très important dans le règlement de la crise, dans l'assainissement de la crise politique en Guinée-Bissau, Monsieur le Président, Son Excellence Alassane Ouattara avait déjà eu un rôle très important. Et cette fois-ci, on va réaliser au mois de novembre les élections présidentielles qui, en principe, devront nous permettre de fermer le cycle de la crise politique. La nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Mme Coralie Jevès, a évoqué avec le président de la République les perspectives de développement de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest-africaine. C'était ma première audience avec son Excellence le Président et dès lors j'étais enchantée de l'écouter parler des perspectives qu'il a pour non seulement la Côte d'Ivoire mais aussi la région de l'Afrique de l'Ouest. Car moi-même je couvre plusieurs pays. Je suis à la tête des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et la Guinée. Nous avons aussi parlé un peu des perspectives spécifiques à la Côte d'Ivoire en termes d'investissement et de la continuité dans le programme du groupe de la Banque mondiale ici. Le président directeur général du groupe marocain Attijari Wafa Bank, Mohamed El Kettani, a pour sa part fait au chef de l'État le point sur les activités de son groupe et de sa filiale en Côte d'Ivoire. Notre groupe a investi il y a plus d'une dizaine d'années en Côte d'Ivoire. Nous sommes partis d'un réseau bancaire qui ne comptait qu'une dizaine d'agences. Aujourd'hui, nous sommes à 63 agences avec 820 personnes ivoiriennes et ivoiriens qui travaillent au sein de la banque et que nous avons déployé au fil du temps un certain nombre de plans de développement stratégique pour s'ouvrir sur les classes moyennes, sur les très petites entreprises, sur les PME, parce que la société ivoirienne de banque, il y a une dizaine d'années, était spécialisée essentiellement et focalisée sur les grandes entreprises, les multinationales et la clientèle patrimoniale. Aujourd'hui, la société ivoirienne de banque s'est ouverte sur la société ivoirienne et nous comptons continuer cette dynamique de bancarisation pour amener les classes moyennes
vers le secteur bancaire en offrant des produits et services financiers simples. Et je sais que ça tient à cœur à son Excellence le Président de la République qui souhaite moderniser et démocratiser l'accès au financement aux très petites entreprises et aux PME. Mohamed El Kettani a par ailleurs réaffirmé sa foi en la Côte d'Ivoire et en son potentiel de développement avant de saluer la vision stratégique et le leadership du président Alassane Ouattara. Les cadres du RHDP se sont réunis hier lundi sous la présidence du président Alassane Ouattara, président du parti. À l'ordre du jour, la présentation et l'analyse de la situation socio-politique nationale, également l'organisation et le fonctionnement du RHDP. Chiram Kofi Abola. Une concertation de plus et non de trop pour le RHDP face aux enjeux électoraux. C'est en filigrane le sens de la réunion du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, présidée ce lundi au Sofitel, Hôtel Ivoire, par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, président du parti. Réunion d'envergure. Elle est élargie au directoire et à la direction exécutive du RHDP. Un communiqué final en est sorti. Au nombre des différents points qui y figurent, la question de la recomposition de la Commission électorale indépendante, CEI. Concernant la Commission électorale indépendante, le Conseil politique a adressé ses félicitations chaleureuses au président du parti pour avoir ouvert sur ce sujet avec tous les acteurs de la vie politique et les organisations de la société civile un dialogue politique inclusif conduit par le Premier ministre chef du gouvernement en vue de la consolidation du climat de paix. Le Conseil politique a rappelé que cette concertation fait suite à l'arrêt du 18 novembre 2016 de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, demandant à l'État de Côte d'Ivoire d'équilibrer la composition de la CEI. Le Conseil politique s'est réjoui du fait que les échanges qui ont eu lieu, aussi bien en session plénière qu'en comité restreint, aient abouti à un compromis sur une recomposition de la CEI et de l'adoption par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale le 3 juin 2019 du projet de loi présenté par le gouvernement. Le Conseil politique s'est dit totalement confiant quant à l'adoption rapide par le Parlement de ce projet de loi en vue d'une préparation sereine des élections générales de 2020. À cette rencontre, comme à chaque fois qu'il se réunit, le RHDP ne s'est pas départi de son principe de prendre le pouls de l'étendue du territoire. Et c'est avec les valeurs telles que la paix, la démocratie, le dialogue politique, ainsi que la réconciliation et même la cohésion en son sein que le parti oufouettiste entend s'investir pleinement. Je pense que c'est essentiel que nous puissions dire aux uns et aux autres de continuer de promouvoir les valeurs de paix, de dialogue et de tolérance du RHDP sur toute l'étendue du territoire national afin de préparer les prochaines élections. Je voudrais vous informer qu'à compter du mois de septembre, je procéderai donc à la nomination des membres du comité des sages, des vice-présidents du parti et du comité chargé du programme de gouvernement du RHDP. Car nous avons l'élection présidentielle dans 15 mois et nous devons nous mettre au travail de sortir le programme de gouvernement du RHDP. À l'ordre du jour de cette réunion du RHDP, la présentation et l'analyse de la situation sociopolitique, tout comme l'organisation et le fonctionnement du parti. L'objectif visé est notamment d'opérer des grandes orientations à travers des actions concrètes pour occuper le terrain.
À l'issue de ce conseil politique, le président du Sénat s'est prononcé. Nous écoutons Aoussoujano Kwadio qui participait pour la première fois à une réunion du RHDP depuis son adhésion. Je voudrais remercier le président du RHDP, le président Alassane Ouattara, d'avoir accepté de me coopter dans ce parti qui rassemble tous les fils du président Félix Houphouët-Boigny, tous ceux qui se réclament de la philosophie politique du président Félix Houphouët-Boigny. Je suis très heureux de participer à cette première réunion ce 22 juillet, dont le thème essentiel était la présentation du directoire du RHDP, les instruments, les organes exécutifs du RHDP, mais aussi aborder la situation sociopolitique du pays, notamment la CEI, mais aussi l'ECO, la monnaie future de l'UEMOA, et puis les questions d'actualité qui préoccupent les Ivoiriens. Je pense qu'aujourd'hui, à travers le monde, nous constatons un bouleversement politique. La France, qui est notre pays de référence, on constate que les anciens partis disparaissent au profit d'autres regroupements, mais autour des idéologies fortes. Les populations ont des besoins essentiels auxquels tout gouvernement doit répondre. Et tout va très vite. Aujourd'hui, nous avons les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont rentrées en politique. En temps réel, tous les actes que vous posez, tout cela part sur les réseaux sociaux. Il faut en tenir compte pour aller au changement. L'heure du changement a sonné ici en Côte d'Ivoire. Un grand bouleversement politique est en train de se passer. Un grand parti politique est en train de se créer. Le président Alassane Ouattara porte cet espoir. Nous avons estimé qu'il faut rentrer dans ce changement, dans cette voie, pour pouvoir répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. PDCI Renaissance rencontre ses militants de Dabou dans la région des Grands Ponts. Ils ont été mis en mission. Ils sont désormais chargés de faire la promotion du RHDP partout dans la région et même au-delà. Éric Goré. La rencontre de Dabou a tenu toutes ses promesses. Les militants du PDCI Renaissance ont pris d'assaut le lieu de la cérémonie. À travers cette mobilisation, ces militants veulent démontrer leur attachement aux idéaux du RHDP. Ils ont reçu le soutien du ministre Claude Isaac, cadre du RHDP. Une rencontre nécessaire pour la vie du RHDP dans la région des Grands Ponts. Ces valeurs, des valeurs de fautisme, sont ancrées dans la région des Grands Ponts. Donc nous voulons marcher ensemble pour faire notre cheminement, pour ramener, rassembler les fils et les filles de Boutou, les fils et les filles des Grands Ponts, pour qu'ensemble nous puissions marcher vers le développement. Il y a beaucoup de choses à faire. Et nous, on veut continuer le travail sur le terrain, rassembler, vivre ensemble et penser le développement. Par cette démonstration, le RHDP confirme son leadership et sa représentation sur toute l'étendue du territoire. Forum national sur la nutrition et l'alimentation à Bamako. Le vice-président ivoirien est dans la capitale malienne, Daniel Cablon-Duncan. Il prend part aux travaux de ce forum. La nutrition et l'alimentation, un point important des objectifs de développement durable ODD, sur lequel la Côte d'Ivoire est bien partie. Le vice-président ivoirien a partagé l'expérience de son pays, la Côte d'Ivoire. Projet de loi sur les échanges électroniques entre les usagers et les autorités et entre les autorités. Les députés membres de la commission recherche scientifique, technologie et environnementale l'ont examiné et adopté à l'unanimité. Il vise à renforcer le développement du secteur numérique en Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. C'est un projet de loi qui vise à renforcer le développement des services numériques en Côte d'Ivoire. Le projet de loi porte en ratification de l'ordonnance relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives vient d'être adopté à l'unanimité par les députés membres de la commission recherche scientifique, technologie et environnementale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire entend accélérer la transformation en s'appuyant sur les solutions numériques qui créent plus d'efficacité, de réactivité, tout en simplifiant les démarches administratives des particuliers et des entreprises. En effet,
L'objectif poursuivi est de permettre à l'État et à l'administration publique d'entrer véritablement dans l'aide numérique par la fourniture aux usagers de services dématérialisés ou e-services. L'objectif poursuivi à terme, à travers l'ordonnance, est de faire en sorte que, dans un délai déterminé, 100% des démarches administratives de l'État de ce démembrement ne requièrent plus de présence à un guichet physique et puissent se faire en ligne. Cette ordonnance en vigueur actuellement prévoit en son article 5 un seul portail électronique mis en place par l'État. Les députés ont donc voté pour la modification de cet article afin de permettre l'ouverture d'autres portails électroniques. L'ordonnance institue un article 5 nouveau qui dispose que les e-services sont accessibles soit dans leur ensemble ou selon leur catégorie à partir des portails électroniques mis en place par l'État dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. L'article 5, nouveau, prévoit également qu'il est assuré entre les 10 portails une interconnexion réciproque garantie par l'autorité en charge de la gestion. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans la modernisation du secteur des TIC. Le pays, dans sa marche vers la maturité numérique, a opté pour le développement des infrastructures TIC, la formation des ressources humaines et l'accroissement du e-service. Un autre projet de loi a été adopté ce mardi, présenté par le secrétaire d'État chargé du service civique, Siaka Ouattara. Il concerne le service civique. Le projet de loi a été adopté à la majorité par les députés de la Commission Défense et Sécurité. Il vise à apporter une réponse idoine et complète à la question du civisme en Côte d'Ivoire, en vue notamment de la construction d'une nation forte et disciplinée. Elle a dernièrement effectué une visite en terre ivoirienne. La princesse de Jordanie s'est rendue à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. C'est accompagnée du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant que la princesse Zahra Zeid s'est imprégnée du mode de fonctionnement de cet hôpital à la pointe de la technologie. Hamza Diaby. Lors de la visite, la direction de l'hôpital Mère-Enfant a fait découvrir quelques services de l'hôpital à son illustre hôte. Il s'agit des consultations de pédiatrie avec l'unité de consultation ophtalmologique, la néonatologie, l'imagerie, l'hospitalisation de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique. La visite a pris fin à l'amphithéâtre où une série d'interventions a meublé la cérémonie. Il s'agit de celle du directeur général de l'hôpital Mère-Enfant, M. Frédéric Dussart, du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de son Altesse royale. M. Frédéric Dussart, directeur général de l'hôpital Mère-Enfant, s'est félicité de cette visite avant d'exprimer, au nom de la Première Dame de Côte d'Ivoire, sa gratitude à l'hôte de marque. Madame la Première Dame nous a fait ce cadeau, le cadeau de pouvoir mettre en œuvre une médecine de qualité, une médecine aux normes européennes. Il a présenté brièvement l'hôpital Mère-Enfant dont la mission est d'assurer une expertise humaniste dans les soins généraux spécialisés, préventifs et curatifs. Pour Frédéric Dussart, pour continuer à faire face aux nombreux défis médicaux à venir, la direction a mis l'accent sur la formation afin de maintenir un excellent niveau de compétences chez les soignants. Il a insisté sur le volet social de l'hôpital qui prend en charge gratuitement 25% de ses patients en situation financière défavorable. Le ministre de la Santé lui a emboîté le pas en présentant l'hôpital comme un pôle de réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Ce centre constitue, dira-t-il, une des stratégies des programmes de santé mère-enfant de Côte d'Ivoire pour répondre aux défis liés à ces fléaux. Dr Aka Ouele a donc rendu hommage à la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, pour ce joyau architectural. Je voudrais adresser à son Excellence, Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, tous nos remerciements et lui demander de bien vouloir traduire à son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, nos sincères gratitudes pour toutes les réalisations tant organisationnelles que structurelles en vue de développer le bien-être social et économique des populations.
Quant à son Altesse royale, Sarah Zeid, elle a salué la construction de ce bel édifice parce que, selon elle, nul ne doit perdre la vie en la donnant et aucun enfant ne doit mourir en bas âge faute de moyens. S'inspirant de son expérience personnelle, elle a rappelé la nécessité de lutter contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale, d'où son engagement aux côtés des familles. La cérémonie a pris fin par une photo de famille. Le gouvernement a signé cet après-midi avec la Banque mondiale un accord de financement additionnel du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable et assainissement en milieu urbain et aussi pour le projet filets sociaux productifs. Valeur de cet accord additionnel, 146 milliards 300 millions de francs CFA. Jean-Jacques Kwame. Ces accords de financement additionnel d'une valeur de 146,3 milliards de francs CFA signés entre la Banque mondiale et le gouvernement, représenté par le ministre de l'économie et des finances, concernent le projet des filets sociaux productifs. Coût 58,5 milliards de francs CFA pour 75 000 ménages complémentaires qui vont bénéficier des allocations trimestrielles jusqu'en 2024. Le second projet de 87,8 milliards de francs CFA est consacré au renforcement de l'alimentation en eau potable et en assainissement en milieu urbain. Aujourd'hui, bien que 90% de la population d'Abidjan ait accès à l'eau potable, seuls 45% de la population vivant dans les autres centres urbains y a accès. La situation au niveau de l'accès à l'assainissement est préoccupante aussi. Seuls 45% des populations en zone urbaine ont accès à un assainissement de base et 35% des écoles en ville ne disposent pas d'installation d'assainissement améliorée. Je voudrais saluer la célérité avec laquelle le processus d'approbation du crédit s'est déroulé. Cela fait exactement 7 mois. C'est une prouesse. Pour le ministre de l'économie et des finances, ces accords de financement additionnels viennent consolider les relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. J'invite le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, qui assure la tutelle du projet filets sociaux productifs, ainsi que les services du ministère de l'Hydraulique, en ce qui concerne le projet d'alimentation en eau potable, à veiller à une gestion optimale des ressources. Ils devront également œuvrer à la réalisation de toutes les actions nécessaires afin d'accélérer les décaissements dès la mise en vigueur des projets. Ces accords de financement additionnels de 146,3 milliards de francs CFA représentent un crédit de la Banque mondiale. Maturité 30 ans. EcoPlus, le dossier économie de ce mardi, s'intéresse au programme des mesures d'accompagnement au secteur de la banane désormais opérationnel. Les 10 jeunes petits planteurs villageois installés ont produit plus de 5000 tonnes de bananes dessert. Et ce projet pilote a coûté plus de 7 milliards de francs CFA. Il va pouvoir être disséminé dans tout le secteur agricole. Noé Niagno. C'est vrai, l'artiste. Avec la banane Poyo, mieux la banane dessert, on n'a pas besoin d'attendre la fin du mois. On peut se nourrir sans coup férié. Mais attention, la banane dessert est une plante exigeante. La banane, c'est 14 manipulations. Avant que la banane soit consommée, elle a été touchée 14 fois par l'ouvrier agricole, par la personne qui le conditionne et par la personne qui va le mettre en vente dans les grandes surfaces, notamment en Europe, mais même à Abidjan. Et il faut qu'elle soit mûrie. Donc c'est un long travail et c'est très très minutieux. Conscient de cet état de fait et préoccupé d'initier une innovation dans l'insertion socio-économique des jeunes dans le secteur agricole, les concepteurs du programme des mesures d'accompagnement au secteur banane se sont donné les moyens de l'avènement d'une nouvelle race de petits planteurs villageois. Le chef de bloc de sa parcelle, il suit toutes les exécutions des tâches qui vont se présenter sur sa parcelle. Il fait sa programmation. Et en commun accord, comme ils seront en coopérative, ils doivent travailler en équipe afin d'échanger sur les activités sur lesquelles certains n'arriveront pas à pouvoir s'exécuter. Ces jeunes ont compétit avec beaucoup d'autres. Ils sont retenus. Nous voyons en eux beaucoup de courage, du dynamisme et vraiment l'envie de grandir.
Au nombre des élus à ce projet, après appel à candidature, 2 dames. Un indicateur de la volonté de ne laisser personne sur le bord de la route, mais sans complaisance. On a organisé la formation, par la suite on a organisé les évaluations donc, de ces planteurs-là pour pouvoir retenir les 10 meilleurs qui pourraient porter le projet. Il y avait 40 planteurs sur les 2 sites, au nord et au sud. Mais pour le projet sud, il y avait 20 planteurs et il y en a 10 qui ont été retenus. Tous les candidats qui sont aujourd'hui là sont arrivés par le mérite de leur travail, par le mérite de leur volonté d'apprendre, par le désir de participer à ce projet. Madame Konane Rovia Clarisse est au nombre de celles qui ont décidé de risquer pour l'insertion de plus de femmes dans le secteur de la banane dessert. On peut être femme et être productrice de bananes dessert. Comme on le dit, le métier nourrit son homme. Donc moi je dirais le métier nourrit sa femme. Nous sommes 10 planteurs et je suis la seule femme. Je travaille à ce que l'État ne soit pas dessus, parce que l'État a milité pour qu'il y ait des femmes, pour une question de genre. Voilà. Donc je suis consciente de cette grosse responsabilité-là. Et je travaille pour que dans les prochains recrutements, il y ait non pas une seule femme, mais au moins 2 à 3 femmes parmi les 10. 2017-2019, 2 ans après la formation et la mise en place de tout le dispositif sur les 200 hectares prévus pour le Sud, les résultats sont au rendez-vous. À ce jour, après une année d'exploitation, nous atteignons le rendement projeté par le compte d'exploitation prévisionnel, à savoir 50 tonnes à l'hectare. Et ces rendements peuvent évoluer au-delà, ce qui est une grande satisfaction. La SCOS Banane Sud, Monsieur le ministre, est une coopérative qui génère aujourd'hui 230 emplois directs, auxquels il faut ajouter tous les emplois indirects. Et pour affirmer nos ambitions, nous avons aligné tous nos salaires sur celui que la SCB paye à ses travailleurs, ce qui est à saluer. Des résultats qui ne sont pas codibles. Ils ont pu être vérifiés sur pièce à travers la visite des plantations, de l'usine, des 10 villages de la cité Konsanga Foa Koulibaly destinés aux petits producteurs villageois. C'était à la faveur des journées de l'administration agricole délocalisée. 19 juillet 2019, une date à retenir désormais pour le secteur agricole. Le projet pilote, programme mesure d'accompagnement banane a réussi. De dupliquer au niveau des autres secteurs agricoles reste le prochain défi à relever. Je veux dire à l'Union européenne que nous avons là une opportunité et dire qu'il y a un moyen concret de fixer notre jeunesse sur le continent. Ils produisent dans les conditions des plantations modernes industrielles. Sauf que ce sont des jeunes qui ont des petits blocs et ils mutualisent leurs charges. Voilà un exemple réussi que le gouvernement va accompagner et qui va être un projet pilote que nous allons étendre non seulement sur l'ensemble de la zone de production banane, mais aussi de l'ananas, des autres fruits et légumes comme la mangue, ainsi de suite. Mieux, nous allons étendre ce projet sur toutes les filières. Prenez le cacao. Avec ce projet pilote, désormais, nous allons installer des jeunes qui vont produire dans des conditions totalement différentes que ce qui est fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Leçon à retenir, l'insertion des jeunes dans le secteur agricole, c'est possible. Mais il faut y mettre le prix. Le projet banane dessert pour 400 hectares, 200 au nord, 200 au sud, c'est plus de 7 milliards investis grâce à l'Union européenne. Voilà, la banane dessert, une alternative au chômage des jeunes, grâce notamment à ce projet pilote qui va être étendu à tous les secteurs agricoles ivoiriens. Dossier signé Noël Gnagno. Un tout autre sujet, la fête des armées qui a démarré ce mardi avec des actions de portée sociale, notamment des opérations de salubrité dans des centres de santé et des hôpitaux du district d'Abidjan. Le top départ a été donné par le chef d'état-major général des armées au centre de santé urbain d'Akwedo Village dans la commune de Cocody. Un incendie s'est déclaré ce mardi à la mi-journée à la paroisse Saint-Augustin de Bangerville. Un groupe électrogène serait à l'origine du départ de feu. Aucune perte en vie humaine. Grâce Kando. Les 2 bâtiments de la sacristie, le magasin de stockage des chaises et le kiosque abritant les objets de piété de la paroisse Saint-Augustin de Bangerville partis en fumée. À Bangerville, les coupures d'électricité sont fréquentes. Avec le concours des fidèles, nous avons pu avoir un groupe électrogène. C'est ainsi qu'aujourd'hui, avec la coupure, le groupe avait été mis en marche dans le magasin de rangement des chaises. Un incendie
s'est déclenché où étaient parquées plus de 2000 chaises. Mais grâce à la population de Bingerville, le feu a été circonscrit. La paroisse Saint-Augustin de Bingerville va célébrer ses 115 ans d'existence en novembre prochain. Classée patrimoine de l'UNESCO, c'est ici que feu le président Félix Houphouët-Boigny a été baptisé à l'âge de 13 ans. En sport, Coupe du monde de basketball, après 10 ans, la Côte d'Ivoire va jouer son 4e mondial. L'équipe nationale ivoirienne est de plein pied dans les préparatifs et ce sont les derniers réglages avant le démarrage le 31 août prochain de la compétition sur le sol chinois. Et voilà des images de sport qui mettent fin à ce journal. Marine Cognon vous donne rendez-vous à 23h. Très bonne fin de soirée à tous et à demain, toujours sur RTI 1.